I24 Économie, merci d'être avec nous. Le grand rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité économique, sociale et technologique. Et au programme ce soir, l'élite mondiale se retrouve à Davos à partir d'aujourd'hui. Leaders politiques, économiques et culturels réunis au chevet d'une économie mondiale plus menacée que jamais. Un thème cette année, la 4e révolution industrielle, ou comment la technologie est en train de refonder nos sociétés. Un habitué de ce rendez-vous, Edouard Kuckerman, sera avec nous en seconde partie d'édition. C'est l'autre étoile montante en Asie. Si l'Inde n'est pas parvenue à suivre le rythme du voisin et rival chinois ces 20 dernières années, le rattrapage est en marche. Plus de 7% de croissance pour New Delhi l'an dernier. Et pourtant, cela reste largement insuffisant pour éradiquer la pauvreté. Plus d'un enfant sur 3 souffre encore de malnutrition. Ce sera notre dossier sociaux dans un instant. Et puis c'est fait, l'Iran sort concrètement de son isolement avec la fin annoncée samedi de 10 années de sanctions internationales. Téhéran s'apprête à reprendre sa place de puissance régionale et d'acteur majeur sur le marché de l'énergie. Mais que fera la République islamique de l'immense manne financière qui lui est promise? On y reviendra là aussi en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Avant tout cela, on revient en images sur l'essentiel de l'actu éco-international de ces derniers jours, avec d'abord bien sûr les annonces de François Hollande sur le front de l'emploi. Le président français s'exprimait lundi devant le Conseil économique, social et environnemental. Son plan d'urgence pour l'emploi inclut notamment 500 000 formations pour les chômeurs, une prime à l'embauche de 2 000 € par an en faveur des PME pour un salaire allant jusqu'à 1,3 SMIC ou encore 50 000 contrats de professionnalisation contre 8 000 actuellement. Coût total de l'opération, 2 milliards d'euros. Ces 2 milliards d'euros seront financés sans prélèvement supplémentaire d'aucune sorte. En d'autres termes, seront financés par des économies. Les ministres des Finances et du Budget en sont notamment chargés. On rappelle que le taux de chômage dans l'Hexagone dépasse toujours les 10%. Dans l'actualité également, en France, Renault pris à son tour dans la tourmente des moteurs diesel trop polluants. Le constructeur français a confirmé mardi le rappel de plus de 15 000 exemplaires de son crossover Capture. En cause, une erreur de calibrage de certaines motorisations. La marque aux losanges réfute en revanche le chiffre de 700 000 voitures concernées, promet aussi un plan technique pour se rapprocher des normes anti-pollution et se défend de toute infraction aux règles en la matière. La ministre a annoncé des anomalies, certes, mais la ministre n'a pas annoncé non plus qu'il y avait triche de la part de Renault. Je crois qu'aujourd'hui, c'est bien. Au moins, ce soir, on peut affirmer une chose, il n'y a pas de triche. Donc, c'est quand même une super nouvelle. C'est le moment de s'offrir des vacances en Russie. On évoquait la semaine dernière la chute du rouble face au billet vert et à l'euro. Eh bien, la monnaie russe semble plus que jamais en perdition. 80 roubles pour $1 hier. On est revenu au plancher historique. Moscou subit l'annonce de la levée des sanctions contre l'Iran qui mettra un peu plus la pression, bien sûr, sur les prix du baril de pétrole. L'or noir assure la moitié du budget de l'État. Alors, cet effondrement de la devise locale est une aubaine pour les touristes, mais un vrai cauchemar au quotidien pour la population. Nous sommes touchés, les prix grimpent à chaque heure, à chaque minute. Comme mon mari et moi sommes retraités, nous nous sentons fortement affectés. Voilà, et près de 35% d'inflation cumulée en 3 ans pour la Russie. On en vient à la Chine. L'annonce est tombée mardi. La croissance de la 2e économie mondiale est passée sous la barre des 7% l'an dernier, plus 6,9% au final pour l'ensemble 2015. C'est la plus faible progression en 25 ans d'hypercroissance. L'heure est donc à l'atterrissage. Et en parallèle des doutes quant à la fiabilité de ces statistiques officielles, eh bien, le défi pour Pékin est désormais de réussir la transition d'un modèle de croissance tiré par les exportations à un autre davantage soutenu par l'immense marché intérieur. C'est certainement plus difficile pour la Chine de restructurer l'économie pendant qu'elle ralentit. Mais c'est la nature même du problème. Vous ne pouvez pas avoir une économie de 10 000 milliards de dollars avec une croissance de 8% pour toujours. Une nouvelle phase pour cette économie chinoise. On va retrouver Ben Amoyal en ligne avec nous. Bonjour Ben. Bonjour David. On parle beaucoup des risques que fait peser ce ralentissement chinois sur le reste du monde, mais est-ce qu'en fait la Chine n'est pas en train de subir tout simplement le contre-coup, les répliques un petit peu de la faiblesse de la croissance dans les pays développés? Alors c'est une très très bonne question. Je vais vous répondre avec une vraie réponse de Normand. J'aime pas faire mais je vais vous la faire. C'est-à-dire qu'en fait c'est un cycle. C'est un cycle si vous voulez qui est un peu pas vertueux du tout. C'est-à-dire que vous avez la Chine qui dégringole un petit peu, du coup ses exportations baissent, du coup ça a une implication sur les pays européens commandent moins, etc. etc. C'est un cercle vicieux, voilà, je cherchais le terme. Ouais. Et d'après vous, on peut faire confiance maintenant aux autorités chinoises pour réussir cette fameuse transition donc, d'un modèle de croissance par l'exportation à un autre soutenu par la consommation interne?
Alors, ça va être beaucoup plus difficile. Je reste quand même optimiste. Vous savez, la Chine, on a l'habitude de le qualifier de tank. Alors, c'est vrai que c'est un tank. Il faut faire attention, il faut que ça bouge lentement, mais ça va bouger. Il y a juste un défaut pour l'instant de communication qui va être comblé, je pense, très rapidement. Et c'est un modèle qui devrait évoluer sereinement. Merci beaucoup Ben Amoyal, donc gérant de portefeuille chez Premia Capital. On poursuit justement avec les prévisions de croissance mondiale revues à la baisse par le FMI qui n'hésite pas à évoquer le risque d'un déraillement de l'économie au niveau planétaire. L'institution basée à Washington annonce désormais un chiffre de 3,4% pour 2016, 3,6% l'an prochain, soit dans les deux cas 0,2 points de moins qu'annoncé à l'automne dernier. C'est la mauvaise passe traversée actuellement par les pays émergents qui explique cette correction, des pays qui contribuent à hauteur de 70% à la croissance mondiale en général, et la Chine, bien sûr, en fait partie. Ce qui se passe en Chine est très important pour le reste du monde. Et bien sûr, concernant les pays émergents, nous devons rester très vigilants. Surtout lorsque cela concerne des pays qui font face à des situations économiques difficiles. Je pense au Brésil et à la Russie. Russie et Brésil, deux membres éminents des BRICS, aux prises avec une sévère récession aujourd'hui. Un rapport qui fait toujours du bruit. Comme chaque année, l'ONG britannique Oxfam a publié juste avant Davos son enquête choc sur les inégalités. Les 62 individus les plus riches de la Terre posséderaient autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Autre chiffre spectaculaire, les 1% les plus aisés disposent d'autant de richesses que les 99% restants. La méthodologie d'Oxfam pour obtenir ces données soulève des critiques, mais pour l'organisation, l'objectif est d'alerter. C'est un cycle cruel. Certains sont de plus en plus riches et deviennent plus puissants. Et bien sûr, ensuite, ils essaient d'échapper aux lois pour leur propre intérêt. Et malheureusement, les besoins de tous les autres sont laissés pour compte. Nous devons casser ce lien entre argent et pouvoir. Et les gouvernements doivent prendre le parti du peuple, s'assurer que tout le monde paie ses taxes, investir dans la santé et l'éducation et fournir des emplois qui paient ceux qui travaillent dur. Plus 500 milliards de dollars en 5 ans pour les 62 plus riches milliardaires, moins 1000 milliards sur la même période pour les 3,5 milliards les moins fortunés. Et puis une bonne nouvelle pour Israël qui a vu l'an dernier son déficit public fondre de plus d'1,5 milliard d'euros, 7 milliards de shekels. Il s'établit à 2,15% du PIB contre 2,7% en 2014. La baisse est continue depuis 2012 et on la doit pour 2015 à une réduction globale des dépenses en parallèle d'une hausse sensible des recettes. On se dirige vers les bourses, le baromètre du moral des investisseurs, baromètre mis à rude épreuve depuis le début de l'année. 10% de perdus déjà sur des places majeures en Europe et en Amérique, avec évidemment la croissance chinoise qui déçoit et les inquiétudes grandissantes du côté du pétrole. On voit que le baril tourne autour maintenant des $28. Éric Lewin, bonsoir. Est-ce qu'il est temps de qualifier ces chutes à répétition de krach à petit feu ? Oui, écoutez, David, on ne peut pas parler quand même de krach boursier, mais simplement de fortes corrections boursières, tout simplement parce que les indices européens notamment ont perdu 10% depuis le début de l'année. Alors pourquoi cette baisse ? Eh bien, tout est lié au pétrole. Vous savez que le baril de pétrole ne cesse de baisser. Et il est bien évident qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la croissance mondiale. Vous avez vu que l'économie chinoise a cru simplement de 6,9% sur l'ensemble de l'exercice 2015. Et donc il y a des inquiétudes sur l'économie mondiale et bien sûr sur le marché du pétrole en lui-même parce qu'il n'y a toujours pas d'accord au sein de l'OPEP. L'Iran va revenir inonder le marché pétrolier et l'Arabie saoudite n'est pas prête de réduire sa production. Bref, on a l'impression que le pétrole est un puits sans fond et tant qu'il n'y aura pas une stabilisation du marché pétrolier, il est difficile de voir les marchés européens et les marchés américains se remettre à progresser. Par contre, s'il y a une stabilisation, voire même une légère hausse, on peut espérer que les marchés reprennent la hausse. On n'y est pas encore visiblement. Vous n'êtes donc pas totalement pessimiste, Eric. En tout cas, la prudence reste de mise, on comprend, pour le marché action. Quels sont les thèmes porteurs que vous identifiez et ceux à éviter, bien sûr ? Écoutez, David, oui, il faut être extrêmement prudent sur les actions. D'abord, quelles sont les valeurs ou les secteurs à éviter ? Il ne faut absolument pas aller sur les valeurs présentes dans les pays émergents, contrairement à l'année dernière où c'était le thème dominant. Là, pas du tout. On a vu qu'il y a des valeurs comme Lafarge qui réalise 60% de son chiffre d'affaires dans les pays émergents qui est en forte baisse depuis le début de l'année de l'ordre de 20%. Il y a des soucis également sur Casino qui est fortement présent au Brésil. Donc là, on oublie les valeurs émergentes. On oublie également tous les secteurs parapétroliers et pétroliers.
tout ce qui concerne par exemple à Paris les CZG, les Vallourec ou même Total, qui reste une très belle valeur mais assez dangereuse dans les cours actuels. Et surtout, il faut absolument éviter les biotechnologiques. Vous savez que la biotech est un secteur extrêmement dangereux parce qu'on achète du rêve, on achète le fait que des molécules pourraient venir peut-être un jour sur les marchés. Là également, il y a beaucoup trop de risques et les investisseurs ne veulent pas prendre de risques. Alors que faut-il faire sur les marchés ? Eh bien, il faut acheter des sociétés essentiellement européennes, des sociétés très présentes sur le vieux continent. Par exemple, Vinci dans les concessions, encore Carrefour dans la distribution. Et puis, si on veut être un petit peu plus audacieux, il faut acheter des entreprises informatiques, peut-être de moyenne taille, également très présentes en Europe, mais surtout pas sur les pays émergents, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde et Chine. Des pays moteurs ces dernières années de la croissance mondiale en difficulté donc aujourd'hui. Merci beaucoup Eric Lewin pour ces explications. Le gros plan social de la semaine qui nous emmène en Inde cette semaine, un pays dont la population devrait dépasser celle de la Chine au plus tard d'ici 7 ans, d'après les experts, avec 1,4 milliard d'individus. On parle souvent de la croissance économique indienne, la plus forte tout simplement des grandes économies au-delà des 7% l'an dernier, et de son attractivité aussi auprès des investisseurs. Mais derrière ces réussites, eh bien, le gouvernement conservateur de Narendra Modi sera aussi jugé sur sa capacité à endiguer la pauvreté. La sous-nutrition touche 39% des enfants de moins de 5 ans, bien au-delà de la moyenne mondiale, 24%. Reportage. Comme plus de 40 millions d'enfants en Inde, ce petit garçon de 4 ans souffre de grave malnutrition. Sa grand-mère l'a emmené dans cet hôpital public, doté d'une section d'urgence, spécialisée contre ce fléau. Il était en bonne santé jusqu'à ses 2 ans, avant de tomber gravement malade. Il a dû prendre des médicaments pendant 9 mois, puis il a eu de la fièvre et il a commencé à perdre du poids. L'Inde ne compte que quelques unités comme celle-ci. Les autorités locales ont déclaré vouloir en ouvrir dans chaque hôpital public du Bihar, l'état le plus pauvre du pays. Les gens manquent d'informations. Ils n'ont pas été éduqués sur les pratiques nutritionnelles. Donc ce n'est pas qu'un problème clinique, c'est aussi un problème social, éducationnel et politique. Un problème que les ONG et le gouvernement local veulent traiter à la source, notamment par le contrôle des naissances. Ici dans le Bihar, les femmes ont 4 enfants en moyenne. Le gouvernement travaille dur pour faire baisser la population. Et nous ne pouvons pas forcer les gens à se faire stériliser. Donc le principe de base est de les éduquer, de leur dire que 2 enfants, c'est suffisant. Près d'un enfant sur 4 souffre de malnutrition dans le monde. Ces 10 dernières années, l'Inde s'est rapprochée de ce seuil, mais avec presque 40% d'enfants mal nourris, le pays reste bien au-dessus de la moyenne mondiale. Des chiffres inquiétants et des images toujours bouleversantes. Nous sommes en ligne avec l'économiste Laurence Daziano. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes entre autres maître de conférence à Sciences Po Paris, membre du conseil scientifique de Fondapol, auteur notamment, on va le voir, des pays émergents, approche géoéconomique paru chez Armand Collin. Alors on le voit, malgré sa croissance, l'Inde reste en proie à une pauvreté de masse. Est-ce que l'évolution reste tout de même positive ou bien il est temps de s'alarmer sur les graves lacunes de ce pays en termes de développement ? Alors effectivement, avec un taux de croissance de 7%, on pourrait s'attendre à ce que la richesse des Indiens augmente. Et on se rend compte aujourd'hui que le PIB par habitant en Inde est 5 fois inférieur à celui de la Chine, alors qu'ils étaient partis du même niveau il y a environ 30 ans. Il y a à cela des raisons structurelles, notamment le fait que l'Inde est un État fédéral. Et le Premier ministre a finalement assez peu de pouvoir économique. Et on le voit bien avec l'élection de Modi en 2014, qui avait suscité d'énormes espoirs. On voit bien que ces réformes économiques marquent le pas parce qu'il lui manque la majorité à la Chambre haute. Cela s'exprime notamment par sa grande campagne d'industrialisation, le Make in India, qui ne décolle pas. Or, si on compare avec le grand voisin qui est la Chine a basé toute sa croissance sur son industrialisation et sur la force de son État central. Vous avez un autre problème en Inde qui est l'éducation. Le niveau est assez bas et inférieur à celui de la Chine. Et puis vous avez également le système de caste qui, même s'il est moins accentué aujourd'hui, il existe encore et c'est un frein au développement. Ouais, donc un développement en tout cas très inégal, on le voit. Justement, la priorité, c'est la lutte contre ces inégalités parfois extrêmes.
Tout à fait, cette pauvreté extrême que l'on ne trouve plus ou que l'on trouve beaucoup moins en Chine parce que l'État central a eu une action que ne peut pas avoir l'État central chinois puisque ce sont les États fédérés qui ont le pouvoir économique et que ces États fédérés, avec leurs moyens, peuvent faire beaucoup moins. Ouais. Et vous pensez en tout cas que la direction est la bonne? On a compris que c'est surtout au niveau des régions que ça se joue, mais il y a quand même de l'espoir pour faire avancer les choses à court terme, à moyen terme au moins? Avec une croissance à 7%, on peut espérer que les choses avancent en Inde. Elles avanceront plus lentement qu'en Chine, mais on peut espérer que ça avance. Merci beaucoup Laurence Daziano donc pour ces éclaircissements. On va refermer cette première partie pour se retrouver dans quelques minutes pour parler donc de Davos et de l'Iran. Ce sera juste après le Flash Info. À tout de suite. Et retour donc sur le plateau d'I24 Économie, deuxième partie, rebonsoir. On va parler de l'ouverture du Forum économique mondial de Davos, l'événement annuel qui rassemble les acteurs de l'économie mondiale, 2500 participants cette année, autour du thème de la nouvelle révolution industrielle, l'irruption en quelque sorte des technologies dans notre quotidien. Que faut-il attendre de cette 46e édition? Nous recevrons dans quelques instants Edouard Kuckerman. L'Iran de retour sur le devant de la scène avec la levée des sanctions qui devient cette fois effective, dégel des avoirs, reprise des exportations de pétrole et afflux massif d'investissements étrangers. Le régime de Téhéran va sans doute disposer des moyens de ses ambitions et Laurent Hatchwell sera avec nous. Et puis les insolites de l'économie, passage en vue des infos décalées de ces derniers jours. Johanna Citruc nous fera découvrir jusqu'où peut aller l'économie collaborative. Elle concerne aussi, vous le verrez, les animaux. Des leaders politiques, des décideurs économiques de premier plan et bien sûr des vedettes, Davos entretient sa réputation de rendez-vous numéro 1 des élites mondiales. La 46e édition du Forum économique mondial a ouvert ses portes donc ce mercredi dans la station alpine de l'Est de la Suisse. Et des dossiers, il y en a cette année, outre les craintes d'une récession mondiale et les incertitudes géopolitiques et sécuritaires, eh bien un thème est censé animer les 4 jours de discussion. Comment maîtriser la 4e révolution industrielle? Avant d'en parler avec notre invité, Johanna Citruc nous décrit les enjeux de cet événement. L'impression 3D, l'intelligence artificielle ou encore le big data. Voici venu le temps de la 4e révolution industrielle. C'est sur ce thème que porte la 46e édition du Forum économique mondial du 20 au 23 janvier à Davos. En tout, quelques 2500 participants, 1500 chefs d'entreprise et plus de 50 chefs d'État et de gouvernement présents en Suisse pour débattre des caractéristiques et des enjeux de cette révolution. Le monde a tendance à simplifier les questions. Et nous voulons juste mettre le doigt sur cette simplification qui peut conduire à des conclusions et à des solutions erronées. Donc notre rôle avec Davos, qui est un forum différent de ce qui se passe ailleurs dans le monde, est d'adopter une approche systémique. À première vue, cette 4e révolution industrielle semble bénéfique. Pourtant, selon un rapport du Forum de Davos publié lundi, ces transformations devraient entraîner la perte de 5 millions d'emplois en 5 ans. Travail de plus en plus automatisé, intermédiaires de moins en moins nécessaires. Principales victimes, les grandes économies mondiales, comme les États-Unis, la Chine, l'Allemagne ou encore la France. Nous pensons que nous ne sommes pas encore suffisamment prêts pour cette 4e révolution industrielle, qui arrive sur nous comme un tsunami, qui va changer l'ensemble des systèmes. C'est pour faire face à ce manque de préparation que les pays doivent désormais envisager une transition. Adapter leur main-d'œuvre à l'avenir et se préparer à un chômage croissant. Autre sujet abordé lors de ce forum, le dérèglement climatique et, comme chaque année, les inégalités. Selon l'ONG britannique Oxfam, depuis 2015, les 1% les plus riches du monde possèdent plus que les 99 autres. Un fossé qui va grandissant et on va accueillir notre invité. Bonsoir Edouard Kuckerman. Bonsoir. Et bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la banque d'affaires Kuckerman & Co. Et vous êtes un habitué de ce forum de Davos. Quelques mots d'abord sur votre activité. Vous êtes un spécialiste de l'investissement dans les hautes technologies.
Oui, nous avons un fonds de capital risque qui s'appelle Catalyst, qui investit dans la high-tech israélienne. On a investi dans la société Mur et on a eu la bonne nouvelle de clôturer un nouveau fonds qui a été backé principalement d'ailleurs par des investisseurs asiatiques, chinois. Et nous investissons donc dans la société Mur technologique. Donc surtout dans le sens Asie-Israël, hein, c'est ça? En fait, les investissements sont faits dans les entreprises israéliennes. La plupart des investisseurs viennent de Chine, mais on a des investisseurs de tous les pays du monde. Et ça répond à un vrai besoin, une vraie attente en ce moment de la part de l'Asie. Ouais. Oui, en fait, il y a un intérêt de plus en plus marqué de la part des Chinois par rapport à Israël. Il y a eu près de 10 milliards de dollars investis par des investisseurs chinois sur ces 4 dernières années en Israël. Et un des moyens pour eux d'investir en Israël, c'est justement par le biais de fonds qui leur permettent d'être exposés à des technologies innovantes. Ouais. Alors, on va parler de Davos. Hein. Vous êtes souvent rendu à Davos. Ce genre d'événement, comment vous le percevez? Est-ce que c'est surtout des beaux discours, des paillettes, ou est-ce que c'est vraiment constructif pour l'avenir de l'économie mondiale, d'après vous? Non, je pense que ce serait prétentieux de dire qu'un événement, une conférence ait un impact sur l'économie mondiale. Par contre, ce qui est particulier par rapport à des conférences économiques qu'on voit un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a vraiment une expérience qu'on vit quand on va à Davos qui est unique, parce qu'on a les leaders mondiaux qui viennent de différents secteurs, que ce soit des acteurs politiques, des acteurs économiques ou sociaux, et qui ont l'opportunité de se rencontrer. Donc, ce mélange qui est constructif surtout. Hein. Oui, le fait de pouvoir échanger off-record, comme on dit, notamment, moi j'ai eu la chance quand j'étais à Davos de rencontrer Saïd Barikat qui a déjeuné avec quelques Israéliens, oui, et qui a expliqué comme ça de manière confidentielle comment il a pu négocier avec les leaders israéliens. On a eu l'occasion de discuter avec John Kerry, avec des acteurs. Donc, il y a beaucoup de choses importantes quand même qui se passent à Davos chaque année. Oui, surtout dans les couloirs de Davos. Ouais. Alors on l'a dit, le thème cette année de cette 46e édition du Forum, c'est la 4e révolution numérique. On parle d'un tsunami de bouleversement pour la société en général, l'économie collaborative, le big data, l'intelligence artificielle. D'abord, c'est quoi pour vous cette 4e révolution industrielle ? En fait, on parle de l'impact de la technologie sur l'économie mondiale, sur la façon dont la société évolue. Il y a des secteurs qui sont évidents. On voit par exemple une tendance très forte qui est la mobilité. Donc toutes les technologies qui existent autour du mobile phone. On sait par exemple qu'en Chine, on a investi 200 milliards de dollars cette dernière année sur des infrastructures mobiles. Il y a également le secteur de la cybersécurité qui est important. Le secteur de la santé qui affecte la vie de beaucoup. On voit une population d'un côté qui est de plus en plus jeune parce qu'il y a une moyenne d'âge de 27 ans de la population mondiale. Mais d'un autre côté, il y a 2 milliards de personnes qui ont plus de 60 ans, et en particulier en Chine où il y a la politique d'un enfant qui a été menée pendant longtemps, qui fait qu'il y a une population vieillissante en Chine. Donc les technologies qui sont liées à la santé ont un impact sur la vie de beaucoup de gens. Il y a des domaines où il y a, disons, des révolutions technologiques qui ont un impact dans beaucoup de secteurs. On le voit par exemple dans le secteur de la robotique ou dans le secteur de la nanotechnologie ou dans le 3D printing qui permet d'avoir des applications dans des industries, que ce soit dans le secteur médical, dans le secteur de la IT ou dans d'autres secteurs. Alors il y a quand même des craintes, notamment sur le front de l'emploi. On sait que le chômage bat des records en Europe. Est-ce que ça ne risque pas, cette révolution numérique, d'aggraver un petit peu la fracture, une société à 2 vitesses un petit peu? Effectivement, on le voit d'ailleurs en Israël où il y a l'économie, la high-tech qui est en fait la locomotive de l'économie israélienne au niveau de la croissance économique du pays. Et puis il y a des populations qui n'ont pas la chance de pouvoir être impliquées dans le monde de la high-tech et qui souffrent de ce décalage. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit par exemple sur Israël que si aujourd'hui plus de 50% des exportations israéliennes sont dans le domaine de la haute technologie, ça a un impact sur l'ensemble de l'économie. Pour le tourisme économique, pour la restauration, pour la construction, la croissance du pays, elle est clairement liée au succès de la high-tech. Donc vous voyez Israël peut-être devenir l'un des grands gagnants de ce tournant grâce à son savoir-faire en matière d'innovation, son investissement depuis plusieurs années dans la recherche et développement? Tout à fait. Israël est le premier pays per capita en montant investi dans la recherche et le développement, également dans l'éducation. Donc on a une position qui est perçue dans le monde comme privilégiée, et en particulier grâce au venture capital qui investit des montants qui varient entre 1 milliard et 2 milliards de dollars par an. On a le financement pour développer la high-tech israélienne. Ouais, donc cet écosystème exceptionnel de start-up. Alors certains quand même voient ce tournant technologique environnemental, on l'a vu aussi avec la COP21, comme une occasion peut-être unique pour les pays occidentaux, l'Europe en particulier, de se relancer, de trouver de nouveaux relais de croissance. Est-ce que vous partagez cet optimisme sur ce plan? Je pense que comme il y a un niveau d'éducation qui est très élevé en Europe, l'Europe peut profiter de ça. Il y a malheureusement en Europe
des difficultés, des challenges auxquels l'économie européenne est confrontée. Et il faut effectivement l'innovation, la souplesse, la flexibilité pour permettre justement à ces entrepreneurs de développer des sociétés de high-tech et de faire ce qui est fait en Israël, de booster l'économie grâce à cet esprit entrepreneurial qu'on voit malheureusement pas assez en Europe. L'impulsion, elle viendra, vous pensez, de pays comme Israël, de pays peut-être de second plan, plutôt que des grandes puissances? Non, je pense qu'Israël a peu d'influence sur l'Europe. Il faut être conscient qu'on a une action qui est quand même très focalisée sur... déjà, il faut voir l'impact que la high-tech a sur l'économie israélienne. Mais par contre, c'est vrai que ça peut inspirer cette flexibilité, cette ouverture d'esprit. Le fait que le gouvernement ait pris beaucoup d'initiatives en Israël qui ont permis de développer la high-tech, ce sont peut-être des initiatives qui peuvent être dupliquées sur le marché européen. Merci beaucoup, Edouard Kuckerman, d'être venu sur ce plateau. On va parler maintenant de l'Iran. Il reste donc quelques minutes avant les insolites pour parler de l'autre dossier de la semaine, l'annonce en fin de week-end de la levée des sanctions internationales contre l'Iran pour son programme nucléaire. L'AIEA certifie que Téhéran a bien respecté ses engagements et cette perspective du retour de l'Iran dans le système économique international allège forcément les multinationales puisque la République islamique offre aux investisseurs du gaz, du pétrole ainsi qu'un réseau d'infrastructures à reconstruire totalement pour ce marché de 80 millions d'habitants. Les autorités veulent ouvrir une nouvelle ère économique. On écoute d'abord le président iranien. Nos principaux problèmes sont maintenant le chômage, la stagnation et le manque de croissance économique. Nous avons aussi beaucoup de problèmes structurels et économiques. Et avec nous, pour aller plus loin, Laurent Atchouel, bonsoir. Bonsoir David. Et bienvenue, analyste économique. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une page d'histoire qui se tourne au Moyen-Orient avec un Iran qui est doté des moyens de ses ambitions finalement? Oui, on peut dire que l'Iran est un peu à la croisée des chemins. Et face à son destin, c'est la fin d'une longue période de sanctions. Va s'ouvrir une nouvelle page pour l'Iran avec tout d'abord la libération de ces 100 milliards de fonds qui sont bloqués, qui sont gelés à l'étranger. Ensuite, très court terme déjà. Ouais, très court terme. Ensuite, très rapidement aussi, l'énergie, les ressources gazières, pétrolières qui vont servir à l'Iran à donner un coup de souffle financier à l'Iran. Qu'est-ce que va faire, quelle voie va prendre l'Iran? Est-ce qu'elle elle doit prendre la voie de moderniser son économie? Ils ont déjà commencé à le faire. L'inflation est passée de 45% à 15% ces dernières années. On doit à quoi à peu près? On doit quoi? Ils ont mis tout simplement, à des postes clés des gens, des techniciens professionnels qui ont mis en place des premières réformes structurelles pour baisser cette inflation et mieux gérer aussi le budget de l'État. Maintenant, l'Iran doit moderniser son économie. Et elle doit le faire dans les prochaines années et elle doit montrer un certain sérieux pour attirer les investisseurs, pour le retour des investisseurs dans ce pays, dans ce grand pays, un grand pays de 80 millions de personnes. Oui, forcément. Alors justement, est-ce que l'Iran est déjà perçu comme le nouvel Eldorado un petit peu de ce Moyen-Orient, dès aujourd'hui, dès la levée des sanctions? Un Eldorado, c'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, un nouveau marché prometteur dans certains secteurs. On pense à l'automobile, Renault, Peugeot, qui étaient présents à la vente, mais aussi pour construire des voitures. Pièces détachées, en pièces détachées. On pense au transport aérien. Très rapidement, on pense à des chaînes d'hôtellerie, de tourisme, plein de choses très courtes, des chaînes françaises qui sont déjà présentes, mais qui veulent accentuer. On pense à des chaînes américaines aussi qui veulent être présentes. Tout le monde se rue. L'Allemagne aussi est présente en Iran très rapidement. Il faut que l'Iran transforme ses contrats qui vont améliorer les besoins des consommateurs aussi. Il faut attirer aussi les investisseurs pour moderniser l'économie, faire des infrastructures et se tourner vers la high-tech, un peu occidentaliser son économie. J'ai envie d'être optimiste. J'ai l'exemple aussi de la Turquie il y a quelques années qui était tournée vers l'Occident et qui s'est un peu détourné de l'Occident ces dernières années. Il faut que l'Iran fasse mieux. Ça peut devenir une grande puissance régionale. Merci beaucoup Laurent Atchouel pour ces précisions. On passe maintenant aux insolites de l'économie. Et Johanna Citruc nous a rejoint pour les insolites de l'éco, compilation des infos décalées de ces derniers jours. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors on revient sur le prix du baril de pétrole. Il est tombé tellement bas qu'il vaut moins que son contenant.
Oui, depuis mi-2014, l'or noir a perdu 3/4 de sa valeur. En début de semaine, le baril de pétrole s'est échangé pour moins de $28. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Sauf qu'aujourd'hui, en 2016, eh bien, toutes les informations sont analysées, sont critiquées sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Les internautes se sont amusés à faire quelques petites comparaisons. Alors par exemple, un baril de pétrole coûte moins cher que son contenant, que le baril lui-même, puisqu'il faut compter environ $100 pour un fût métallique. Autre tweet amusant mais tout aussi parlant, un baril de pétrole coûte 60 fois moins cher qu'un baril de Perrier. Si on prend le prix d'une bouteille d'eau pétillante, il faudrait débourser $1850 pour un baril entier. Et pour terminer, un dernier tweet qui envisage un futur plutôt pessimiste. Un baril de pétrole coûtera bientôt moins cher qu'une pinte de bière dans un pub londonien. Une pinte de bière, c'est environ 6 pounds, donc un petit peu moins de 8 €. A priori, c'est quand même pas pour tout de suite. Il y a encore un peu de marge. Vous allez maintenant nous parler d'une start-up assez particulière puisqu'elle permet d'emprunter des chiens. Oui, aujourd'hui, l'économie collaborative est vraiment partout. Elle concerne les appartements, la nourriture, les vêtements ou encore les trajets en voiture et même les animaux de compagnie, et particulièrement les chiens. C'est le cas de la start-up donc Bark & Borrow, fondée en 2014 à Los Angeles. Elle permet de mettre en relation des propriétaires de chiens avec des amoureux des animaux, mais qui n'ont pas forcément l'envie ni le temps d'en avoir. Concernant le fonctionnement, c'est plutôt simple. Ça marche un petit peu comme Airbnb. Par exemple, si vous partez en vacances et que vous n'avez personne pour garder votre petit caniche, vous pouvez aller sur le site et trouver un babysitter pour plusieurs jours ou simplement quelques heures. Ça va loin tout ça. On termine avec un chiffre, Johanna, 1 million de pounds. C'est le prix qu'il faut débourser pour acheter d'anciennes toilettes publiques à Londres. Oui, en effet, 1 million de pounds, donc ça fait un petit peu environ 1,3 million d'euros. C'est 3 fois plus que leur prix de vente il y a 15 ans et c'est surtout le même prix qu'un studio de 30 mètres carrés dans le centre de Londres. Mais il faut dire que ces toilettes ne sont pas comme les autres, ne sont pas n'importe quelle toilette. Elles sont situées dans un bon quartier, donc à l'est de la ville. Elles mesurent 55 mètres carrés et peuvent accueillir quelques 60 personnes. L'expérience a été réalisée dans le passé entre 2000 et 2012 lorsque ces toilettes ont été reconverties en boîte de nuit. Donc David, si vous voulez investir dans l'immobilier, ces toilettes cherchent toujours un propriétaire. Mais ça fait rêver tout cela. Merci Johanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. I24 Économie vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, avec de nouveau décryptage de l'actu éco et sociaux. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de l'info sur I24. Restez avec nous.